élu sur la commune d'Irville. Donc Christophe, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter, en sachant qu'on va parler d'éclairage public aujourd'hui. Et vous allez nous expliquer avec votre expérience, votre retour, les actions à faire sur l'éclairage, l'extinction, les économies possibles. Voilà, donc je suis Christophe Quetel, je suis le maire adjoint de la commune d'Irville. J'ai une formation d'éclairagiste à l'origine et une grande sensibilité à tout ce qui touche la protection de l'environnement. J'ai fait partie longtemps de l'ANPCEN, qui est l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne, et qui a mis en place une charte de protection de l'environnement nocturne, qui est un outil technique qui permet aux communes de mettre en place un cahier des charges et d'aller vers des utilisations vertueuses de leur éclairage public pour économiser l'énergie et limiter les rejets de gaz à effet de serre et tous les impacts que ça peut avoir nocifs sur l'environnement. Voilà. Très bien, merci Christophe. Donc juste pour introduire l'interview, pour vous rappeler que l'éclairage, suivant les enquêtes ADEME Sofres qui ont été menées en 2012, c'est à peu près 20% des consommations d'énergie d'une commune, donc l'énergie gérée par la collectivité, et plus de 40% des consommations d'électricité. Voilà, pour donner un ordre d'idée, ça représente 10 euros par habitant et par an, donc c'est loin d'être négligeable. Alors pour démarrer, la question que je voulais vous poser, c'était que beaucoup d'élus se posent des questions sur l'éclairage. Est-ce que j'ai un bon éclairage? Qu'est-ce que je peux faire? Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire en premier lieu pour améliorer les choses? Quelle est la première étape? Alors, en fait, la première étape, c'est de se poser la question de l'éclairage public et de l'efficience de nos installations et de l'utilisation que l'on en a. Bien souvent, c'est quelque chose qui est complètement neutre et qui n'est absolument pas pris en compte, puisque on est tellement habitué à avoir ça autour de nous. Ça fonctionne depuis très longtemps, c'est en place depuis très longtemps, donc on n'a pas de réflexion, beaucoup de gens, pas de réflexion sur le sujet. Quand on commence à s'y intéresser un petit peu, en faisant le tour de ces installations, en parlant aux gens qui font la maintenance des installations, aux syndicats d'électrification, comme le siège par exemple dans le département 27, qui a un service de maîtrise de l'énergie. Quand on commence à en parler aux conseillers en énergie partagée, aux associations locales à l'énergie, voilà, c'est des gens qui peuvent nous aider et qui du coup nous permettent de se poser la question de nos installations, de leur bonne utilisation, de leur performance. Et ensuite, au sein des conseils municipaux, très vite, quand on commence à étudier ce point précis qui est l'éclairage public, on s'aperçoit que c'est un poste budgétaire important sur la commune. Voilà, et il y a une matière à économie importante. Voilà, et ça permet en même temps de mettre en pratique des actions vertueuses pour l'environnement, pour la tranquillité de la population, la santé, etc. Très bien. Alors, pour rebondir sur cette question, vous avez évoqué des structures, le siège, les CEP. Donc, les communes peuvent faire appel à ces structures pour une analyse. Et quel type d'analyse on peut faire? Est-ce qu'il faut faire un audit de l'éclairage? Est-ce qu'il faut faire appel plutôt à des professionnels ou... Alors en fait, il est toujours préférable de faire appel à des structures indépendantes, comme le sont les syndicats et les CEP, plutôt qu'à des entreprises qui peuvent être de bons conseils, mais qui d'un autre côté sont aussi partie prenante pour ce qui est de l'utilisation et du changement possible de matériel s'il y a nécessité. Donc je pense que c'est bien de commencer par une étude, que ce soit un audit ou une simple étude énergétique des installations, faite par des spécialistes comme les CEP, les conseillers en énergie partagée, ou les secteurs maîtrise de l'énergie dans les syndicats. Voilà. Où là, on peut avoir une image à un instant T plutôt objective de ce qu'on a comme installation et des progrès qui pourraient être faits pour améliorer et la qualité et la quantité. Très bien. À savoir, peut-être une petite précision, c'est que pour un audit sur l'éclairage, il y a aussi des communes peuvent être subventionnées pour ce type d'études. Et l'ADEME notamment donne des financements, ce qui peut permettre aux communes de passer le pas. Et c'est souvent évidemment rentable de faire ce type d'études. Quand on fait le calcul, en fait, on s'aperçoit que très vite, si on commence à gérer un peu plus finement son éclairage public, on arrive très vite à revenir sur nos investissements, que ce soit lorsqu'on fait des audits et des études, ou ensuite lorsqu'on change le matériel, ou quand on met en place des systèmes de gestion
pour des coupures en cours de nuit ou pour des choses comme ça, pour affiner un petit peu. En fait, très très vite, on revient sur nos investissements à partir du moment où on reste sur des choses pratiques et simples. Très bien. Alors, l'éclairage public, c'est une notion de progrès pour les habitants, c'est une notion de confort, mais il y a aussi des aspects négatifs. Il y a le retour de la médaille, on va dire. Alors, quels sont tous ces aspects brièvement négatifs et les impacts sur l'environnement, sur la nature? En fait, bon, l'éclairage, c'est une source de confort dont il ne faut pas se passer. Enfin, c'est mon avis personnel. Bien souvent, malheureusement, on a des installations qui pourraient être améliorées, même en termes de confort. Hein. Je pense à la mise en place d'un éclairage un petit peu plus efficient dans certains endroits. Souvent, on a de l'éclairage, mais qui éclaire un peu partout, mais pas vraiment où on a envie. Et donc, du coup, en termes de confort, c'est pas un gain réel. Il y a moyen d'améliorer les choses. L'impact que ça a, il y a un impact budgétaire qui est important sur les budgets des communes. Il y a un impact sur la faune et la flore. Hein, bien souvent à cause de matériels qui ne sont pas adaptés. Et il y a un impact sur la santé des gens. Hein, c'est-à-dire qu'il faut absolument revenir à une alternance jour-nuit, que ce soit pour la faune et la flore, mais aussi pour nous, les humains, voilà, pour avoir une bonne qualité de sommeil et une meilleure santé. Donc tout ça c'est faisable par plein de moyens, par l'utilisation de matériel plus approprié, par une gestion plus fine des temps d'utilisation du matériel, enfin, en fonction des flux, en fonction de la taille des communes, en fonction des secteurs dans les communes. Voilà. Donc, parce que ça a un réel impact, on a vraiment l'impression que ce type de choses, qui est l'éclairage qui est rentré dans notre vie courante, est complètement neutre. En fait, ça ne l'est pas du tout. L'alternance jour-nuit, elle est importante pour tout ce qui vit. Voilà. Au-delà des problèmes financiers que ça peut représenter quand c'est allumé en permanence, il faut vraiment revenir à cette alternance. C'est important pour la faune, pour la flore et pour la santé de nos habitants. Oui, bon, une remarque, un constat, on voit l'été beaucoup d'insectes autour des lampadaires, donc on se dit c'est bon signe, il y a de la vie. Voilà. Et finalement, c'est plutôt l'inverse. Ça fait partie des petites idées reçues. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément d'insectes autour des points lumineux, pour une raison très simple, c'est qu'il y a une partie de la faune qui est attirée par la lumière, d'où le nombre d'insectes important autour d'un point lumineux lorsqu'il est allumé en permanence. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec énormément, la chaîne alimentaire est ainsi faite, on se retrouve avec beaucoup de proies, en fait, pour des prédateurs qui sont stockés à un endroit, et ça ne dure pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a surprédation et il y a disparition d'espèces dans certains secteurs. Donc en fait, il y en a un point lumineux attire beaucoup d'insectes qui se trouvent surprédatés dans ces endroits particuliers. Du coup, comme ils sont sur ces endroits, c'est-à-dire qu'il y a des désertification d'autres secteurs. Après la surprédation, les espèces finissent par diminuer ou même disparaître pour certaines. Donc c'est un vrai impact qui n'est pas positif. On a même si on a l'impression que c'est une bonne chose. Sur notre commune, on avait énormément de chauves-souris. C'est resté allumé pendant 2 ans, il y a une dizaine d'années de ça. On a fini par plus en avoir quasiment. Voilà. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup moins de proies. Tout avait été décimé en très peu de temps, en l'espace d'une année et demie. Voilà. Et on n'avait plus nos chauves-souris. On a éteint, on a mis 2 ans à récupérer, en tout cas à continuer à avoir à nouveau des chauves-souris comme on en voyait auparavant. Donc la nature reprend ses droits. La nature reprend ses droits. Après, jusqu'à quel point on ne sait pas. Oui. Mais en tout cas, nous on a pu constater ça, y compris pour les oiseaux de proie nocturnes. Alors un dernier point sur ces aspects-là, on parle de la faune, la flore, on oublie l'être humain. On se dit il n'y a pas d'impact spécifique pour nous, on s'éclairait, on dort. Est-ce qu'il y a vraiment un impact pour l'homme? Oui, en fait, il y a un impact. Alors, on le savait parce qu'on rencontre pas mal de gens qui disent ne pas bien dormir lorsqu'ils ne sont pas dans le noir total. On pensait jusque-là que c'était une simple gêne, que ça rendait le sommeil de moins bonne qualité, que les gens étaient réveillés un peu plus facilement. On s'aperçoit qu'en fait ça a un impact important. Il y a eu des études de fait qui démontrent que ce soit pour le maintien en bonne condition de notre vision, que ce soit pour la qualité de notre sommeil, tout ce qui est lié du coup à cette qualité de sommeil, ça a un impact. On s'aperçoit que ça a également un impact au-delà de ces problèmes évidents, et notamment sur un certain type de cancer, voilà, ça favorise le fait de ne pas dormir dans le noir et de ne pas avoir un sommeil de qualité. Voilà, donc il y a plein d'études de fait maintenant, et on sait que le fait d'être éclairé en permanence est très mauvais pour la santé. D'accord.
C'est nuisible pour tout le monde. Voilà, pour tout le monde, tout ce qui vit. Et contrairement à ce qu'on pense, le fait de fermer les yeux la nuit ne fait pas disparaître l'impact de l'éclairage sur nous, puisque le cerveau, en fait, à travers les paupières, détecte très bien quand il y a présence d'éclairage. Voilà. Donc ça modifie tout ce qui est émission dans le corps de protéines, d'hormones, enfin voilà, ça modifie tous ces cycles-là, et du coup ça a un impact sur notre santé. Donc au niveau des actions concrètes qu'on pourrait donner aux gens qui vont vous écouter, on a vu qu'il y avait donc l'extinction la nuit, nocturne, qui paraît évident et pertinent. Est-ce qu'il y a d'autres actions sur les lampadaires eux-mêmes ou sur le type de matériel, sur la directivité des flux? Il y a énormément de choses à faire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut éviter à tout prix la lumière blanche, qui impacte bien plus, puisqu'elle est plus proche de la lumière du soleil. Donc c'est la lumière à laquelle on est le vivant est le plus sensible. Donc il faut éviter la lumière blanche au maximum. Il faut éviter de mettre des points lumineux qui en fait éclairent dans toutes les directions, qui seront visibles très loin, qui vont aller éclairer les façades des maisons et donc les fenêtres des chambres notamment. Il y a moyen maintenant, avec du matériel très performant, de diriger la lumière uniquement où on a envie de la mettre, c'est-à-dire sur la chaussée, les trottoirs, enfin voilà, les endroits qui ont besoin d'être éclairés pour le confort et la sécurité des gens lorsqu'ils se déplacent. Donc ça c'est faisable, ça permet en plus le fait de mieux diriger les flux et d'utiliser des matériels plus performants, de pouvoir baisser les puissances, puisqu'en fait on a un rendement bien meilleur, donc en fait avec parfois 2 fois moins de puissance, on arrive à avoir plus d'éclairage au sol que ce qu'on avait auparavant. Ça va être le cas sur notre commune maintenant, où tous les points lumineux installés depuis 10 ans sont des points lumineux de 70 watts maximum. Et on a pourtant un meilleur éclairage au sol que ce qu'on avait auparavant. Voilà. Très bien. Donc on peut faire des économies. Donc il y a la directivité, le type d'éclairage, la couleur. Voilà. Et puis ensuite, quand on peut, gérer le temps d'allumage et d'utilisation de l'éclairage public. Alors quand une coupure en cours de nuit est possible, il ne faut pas hésiter, parce qu'en fait, ça règle tous les problèmes en une seule fois. Il y a des communes qui n'ont pas les moyens ou pas la possibilité de faire des travaux et de changer leurs points lumineux, mais qui par contre se sont aperçus qu'ils pouvaient mettre en place une coupure en cours de nuit. Voilà, ça veut dire qu'en fait, on remet en place l'alternance jour-nuit, qui règle une grande partie des impacts. Ça permet de faire des économies, sans pour autant investir de façon démesurée dans l'installation. Là, la simple installation d'horloge astronomique, ou en tout cas de système fin de gestion du temps d'allumage et d'extinction, permet tout de suite de revenir sur investissement et de protéger et l'environnement et les finances de la commune. En plus, ce type d'équipement, horloge astronomique, il me semble que c'est des investissements très, très faibles, ça coûte très peu cher et c'est très vite rentable en fait. En fait, c'est très vite amorti, vu les économies qu'on peut faire. Un éclairage public qui est allumé en permanence, c'est à peu près dans notre région 4200 heures d'allumage. Il suffit de couper de 22h30 à 6h30 le matin, par exemple, pour tout de suite couper en 4 ce temps d'allumage et devenir autour de 1000 heures. Donc on atteint très vite 70-75% d'économie énergétique. D'accord. Après, l'économie financière est un peu différente. Mais... D'accord. En sachant que voilà, c'est l'intérêt aussi des horloges astronomiques, c'est qu'on peut moduler ces durées d'extinction en fonction des communes, de l'activité, des jours. De toute façon, il n'y a pas de règle en fait. Voilà. Il n'y a pas de règle par rapport à une extinction en cours de nuit. Tout est fonction des flux et de l'activité dans la commune. Voilà. Il n'y a pas de règle stricte à appliquer. Il faut que ça se fasse intelligemment, en concertation. Et on coupe quand on peut le faire, dans les endroits où on peut le faire. Voilà. De cette façon, il n'y a jamais de soucis et que des retours positifs, forcément. Alors, concernant encore l'extinction, la remarque que beaucoup d'élus ou d'habitants vont pouvoir se faire, c'est qu'on va avoir plus de délits, il y aura plus d'infractions dans la commune. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une idée reçue? En fait, c'est une idée reçue. Oui. Malheureusement, parce qu'en fait ce serait simple, s'il suffisait d'éclairer pour régler tous les problèmes d'incivilité et d'insécurité. En commune rurale, par exemple, nous, la période où ça a été rallumé, sur la commune d'Yerville, on a eu énormément de problèmes en fait, de regroupement, d'attroupement. Voilà, ça a généré des désordres publics, des dégâts sur les infrastructures publiques, les abribus, tout le mobilier urbain. Du jour où on a éteint, en fait, ces problèmes se sont trouvés supprimés d'eux-mêmes. En fait. Voilà. C'est-à-dire que même l'hiver, ça s'éteint à 22h, à -5.
les attroupements, quand il y en a, en fait, se déplacent, disparaissent. Et les jeunes ont pris l'habitude maintenant, pour ceux de la commune en tout cas, de se retrouver plutôt chez eux, chez l'un ou chez l'autre, et du coup voilà, ça crée du lien social quand même, et en même temps ça ne crée pas de perturbation. Voilà. Donc nous en fait ça a plutôt arrangé les choses, et on a fait beaucoup d'économies, alors presque plus d'ailleurs la première année sur le matériel urbain non dégradé que sur l'énergie elle-même. Alors là on parle de délit, d'infraction. Il y a un autre aspect, c'est la sécurité routière. Est-ce qu'il y aurait un impact négatif ou positif? En fait, chez nous, pour ne parler que de notre commune, en milieu rural, nous, ça a abaissé en fait les vitesses des voitures, le fait de couper. Les gens roulaient très très vite dans le village. Mettre des ralentisseurs partout, des systèmes de ralentissement, c'est contraignant, ça coûte cher, c'est pas très efficace, c'est bruyant. Le fait de couper, en fait, d'un seul coup, en fait, les gens sont devenus un petit peu plus raisonnables, qu'ils voient un petit peu moins loin, ils ont l'impression qu'il faut être un peu plus attentif. Du coup, ils sont plus attentifs, ils roulent moins vite. Donc ça fait moins de vitesse, moins de danger et moins de bruit. Voilà, puisque les voitures roulent moins vite. Non, pour nous, ça a été bénéfique. On s'aperçoit que sur le grand réseau routier, les autoroutes, les contournements de Paris, etc., partout, on va vers le démantèlement des installations d'éclairage public et pas vers la maintenance. Voilà. Toutes les études qui ont été faites amène à la conclusion qu'il y a moins de risques, en tout cas moins de morts et moins d'accidents graves lorsque l'éclairage est éteint, parce que les gens adaptent leur vitesse au niveau d'éclairement. Et le fait que ça soit suréclairé donnait l'impression aux gens qu'on pouvait... moins de monde, on y voyait comme en plein jour, les gens avaient tendance à rouler beaucoup plus vite et donc augmenter le risque d'accident et la gravité sur tous ces accidents. Donc en fait, on se dirige vers l'inverse. Tous les pays comme la Belgique démontent les éclairages sur les autoroutes. En France, on fait pareil. Dans la majorité des pays européens, on se dirige dans ce sens-là. Donc, mis à part l'extinction, d'autres communes aussi font d'autres choix techniques. Par exemple, la diminution de la puissance, ou bien le fait d'allumer seulement un lampadaire sur 2. Est-ce que ce sont des solutions qui sont vraiment pertinentes? Alors, mon avis d'éclairagiste est de dire que non. Mon avis d'élu est plus mitigé. Ça veut dire qu'en fait, il faut abaisser les puissances. Ça, c'est une évidence. Ça ne sert plus à rien aujourd'hui de maintenir les mêmes puissances de lampes qu'il y a une vingtaine d'années. Le matériel est bien plus performant, les rendements sont bien meilleurs. Donc même si on souhaitait garder le même niveau d'éclairement qui est bien trop élevé, les 3/4 du temps, on n'aurait de toute façon pas besoin de garder les mêmes puissances. Voilà. Donc il faut baisser les puissances. Ensuite, où je suis un petit peu mitigé, mon avis est plus mitigé, c'est qu'en fait on vend commercialement, les entreprises ont tendance à vendre aux élus une limitation des puissances par des systèmes artificiels. C'est-à-dire qu'on amène des systèmes d'abaissement de puissance, qui sont des systèmes très coûteux à l'installation, coûteux à la maintenance, et qui en fait ne font que tricher sur le résultat. On installe de fortes puissances et ensuite on vend du matériel pour abaisser ces niveaux d'éclairement. Voilà, les puissances d'éclairement. C'est stupide, ça coûte cher 2 fois, et si on admet que en abaissant par exemple sur le nombre de 100 watts, un point lumineux de 100 watts, on peut se permettre de baisser de 25% la puissance tout en gardant un niveau d'éclairement convenable pour le confort et pour la sécurité, où est l'intérêt de mettre les 100 watts alors qu'on pourrait mettre tout de suite 75 watts sans les coûteux systèmes d'abaissement de puissance, et puis on aurait de toute façon donc un éclairage de qualité qui amène du confort et qui amène de la sécurité. Voilà. Donc cette démarche-là, elle est reprise souvent commercialement, et bon, il faut être vigilant là-dessus. Si on estime qu'avec un point lumineux de 75 watts, on a suffisamment d'éclairement pour qu'on puisse se déplacer dans le confort et la sécurité quand il y a besoin d'éclairer, où est l'intérêt de mettre autre chose que ces 70 watts ou 75 watts utiles. Voilà. D'accord. Donc il faut faire attention à ça. Il y a beaucoup de systèmes qui sont vendus, mais qui ne font que surfer sur la vague verte et pour vendre du matériel et l'installation. Ça, c'est pas une bonne chose pour l'argent public, surtout en ce moment. Voilà, il est bien difficile de boucler le budget des communes. D'accord. Alors je reviens à l'allumage d'un lampadaire sur 2. Moi, j'ai pu l'observer dans des grandes villes. Est-ce que c'est vraiment judicieux? Ça se fait dans de grandes villes, je pense à des villes comme Caen, où une démarche avait été lancée. Sur les périphériques, effectivement, ça fonctionne. Parce qu'il y avait un tel niveau d'éclairement et un espacement tellement minima des mâts que de toute façon, c'est invisible. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire que ces installations auraient dès le départ pu être
calibré de façon à ce qu'il y ait un mât sur deux et, par rapport à l'existant. Le problème de couper un lampadaire sur deux, c'est que du coup on crée une sensation de zone d'ombre entre les lanternes, qui est une fausse sensation, puisque quand on fait des mesures, on s'aperçoit que même dans les points soi-disant sombres, il y a encore bien trop de lumière, les 3/4 du temps. Voilà. Mais ça donne cette impression. Du coup, c'est assez inconfortable et ça peut générer des problèmes d'éblouissement pour les véhicules par rapport aux piétons, par exemple. Donc, c'est pas une très bonne idée. Il vaut mieux, s'il n'y a pas besoin d'éclairage, couper l'éclairage plutôt que de faire un système où on coupe un sur deux. Enfin, voilà, c'est pas très efficient ça. En plus, ça nécessite d'avoir des installations qui sont prévues, avec un câblage alternatif, des mâts, etc., pour pouvoir faire des coupures en début de réseau sur une seule partie de l'installation. Voilà. Et bien souvent, par exemple, dans nos communes, c'est impossible de repasser du câblage, ça coûte une fortune. Donc il vaut mieux gérer quand on peut finement une extinction en cours de nuit plutôt que de mettre en place ce genre de système. Plus efficace. Ça permet de vendre un peu de matériel, un peu de câblage aussi quand les gens proposent des installations, mais à part ce côté économique. D'où l'intérêt, comme de faire une étude préalable, parce qu'au cas par cas, on l'a vu, on peut éteindre, mais en fonction des technologies, de l'installation, il faut faire attention. Voilà, il faut être logique et il faut partir du principe que comme pour tout, il n'y a pas de règle qui fonctionne partout, il faut adapter, et c'est une histoire voilà, il faut réfléchir et puis faire les choses intelligemment et correctement. Alors sur les technologies que l'on voit apparaître sur le marché, il y a les LED, que l'on peut voir dans nos maisons maintenant aussi, et en termes d'éclairage public, est-ce que c'est une solution d'avenir ou est-ce qu'il y a d'autres technologies qui peuvent répondre? Il y a d'autres technologies que les LED. Les LED posent plusieurs problèmes. On s'aperçoit maintenant qu'en intérieur, voilà, il commence à y avoir pas mal d'études qui prouvent que c'est pas très bon pour la santé non plus. C'est un éclairage très blanc, voilà, donc qui impacte beaucoup sur le vivant. C'est du matériel qui coûte très cher, c'est du matériel qu'on ne sait pas forcément bien recycler, alors qu'il y a d'autres technologies qui fonctionnent très bien, comme le sodium, où il y a tellement d'expérience en matière d'éclairage sodium qu'on a du matériel très efficient, on sait recycler les lampes, les installations sont relativement simples en maintenance, alors que les LED, ça reste du matériel performant en laboratoire. Sur le terrain, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'arriver à faire du matériel qui dure. Voilà. Donc il y a énormément de communes, je pense à des grosses communes, notamment dans la Manche 1, qui s'étaient engagées sur un processus d'installation de LED. Alors, outre l'aspect nocif de l'éclairage blanc, ils se sont retrouvés avec des problèmes de maintenance très rapidement et ça leur a coûté une fortune. Donc dans certains secteurs, ils sont revenus sur un éclairage avec des masses. D'accord. Voilà. Bon. Donc l'éclairage LED a un avantage. Donc là, c'est l'éclairagiste qui vous dit ça, c'est qu'en fait, on peut gérer très finement des allumages et des extinctions répétées. Voilà. Donc dans certains cas, lorsqu'on utilise des détecteurs, lorsqu'on est dans des secteurs bien spécifiques, pourquoi pas. Voilà. Sur de l'éclairage ponctuel, je pense à l'éclairage de fin d'année ou des choses comme ça, si on tient absolument à utiliser ce type de matériel, là c'est pratique. Voilà. On peut lui donner toutes les formes, c'est effectivement très créatif, ça permet énormément de choses. Mais ce n'est fait que pour ça. D'accord. Il y a moyen aujourd'hui, on peut avoir des rendements bien meilleurs avec du sodium, qui ne va pas consommer plus. Voilà, quand on vend des LED, un point lumineux à 36 watts, si on fait de la vraie mesure de la consommation, les 36 watts utiles de l'éclairage ne sont pas les 36 watts. Ce ne sont pas 36 watts de consommation. L'appareil avec l'électronique derrière consomme aussi. D'accord. Il y a énormément de pertes par chaleur, par diffusion de la chaleur due à l'électronique. Par rapport à un point lumineux sodium qui va être à 50 watts par exemple, on a le même rendement, sauf qu'il y en a un qui impacte beaucoup moins que l'autre. Le sodium, on sait le recycler, on sait faire plein de choses avec, c'est une technologie maîtrisée. Changer une lampe sodium, c'est une quinzaine d'euros. S'il faut, sur certains lampadaires LED, de commencer à démonter des barres de LED et les changer, c'est une fortune parce qu'il faut déposer tout, il faut démonter. Voilà, D'accord. On n'est pas dans le même ordre de grandeur en termes de maintenance et de longévité du matériel. D'accord. Donc globalement, on va dire qu'il faut encore un petit peu attendre. Peut-être que cette technologie va évoluer. Ça va évoluer. D'autres soucis se posent avec les LED, puisqu'en fait la fabrication nécessite des matériaux rares et il y a au niveau mondial pénurie, puisqu'il y a énormément de demandes. Voilà. Donc c'est pas encore la panacée, ça progresse. D'accord. Alors sur votre commune, donc Irville, vous avez mis une grande partie de ces préconisations en œuvre. Vous avez un retour maintenant. Alors en termes de gains énergétiques et de gains financiers, c'est de quel ordre? On est à entre 70 et 75% au niveau énergétique.
de par la coupure et puis l'installation systématique de points lumineux moins puissants. Au niveau financier, on est à 55. Parce qu'en réalité, depuis quelques années et jusqu'en 2016, on va subir des augmentations du coût de l'électricité importantes, les abonnements d'eux-mêmes. Donc en fait, où il y a 7 ou 8 ans, quand on coupait, c'était un gain net. Au jour d'aujourd'hui, ça permet de compenser les augmentations, de ne pas faire bouger ce budget, cette ligne de budget. Donc oui, c'est donc, efficace. Quand je reprenais le chiffre au début de l'interview de voilà, l'éclairage public qui coûte 10 euros par habitant par an en moyenne, voilà, le calcul peut être vite fait pour avoir une première idée des économies. Ça va représenter au moins 5 euros par habitant et par an. Voilà, alors nous ça va un petit peu plus parce qu'en réalité, les 10 euros par habitant, c'est une moyenne qui est calculée. C'est une moyenne, tout à fait. Ouais. Alors dans des communes qui ont énormément d'installations publiques, de nombreuses salles, une grosse école, enfin voilà, il y a des dépenses énergétiques bien plus importantes que dans la grande majorité des communes rurales comme la nôtre, où on a en dépenses énergétiques, nous c'est que du tout électrique pratiquement, un petit peu de gaz sur la salle des associations qui n'est pas très grande. Voilà, donc en fait ça représente beaucoup plus pour nous. Donc on est à plus de 40-50% de notre consommation. Donc en fait quand on commence à limiter de presque 75% les dépenses énergétiques sur des petites communes rurales, on arrive tout de suite à des gains bien plus importants. Voilà. Ce qui est différent dans des grosses communes où il y a de grosses installations, où là du coup l'énergie consommée, la part de l'électrique et de l'éclairage public est toute petite par rapport au reste. Ce n'est pas le cas dans nos petites communes. Très bien. On a fait l'extinction, on a changé idéalement les ampoules avec des puissances plus faibles. Il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'on paye des abonnements auprès de son fournisseur d'énergie et on ne va pas les renégocier forcément, alors qu'on paye en fonction d'une puissance souscrite. Donc est-ce que c'est une chose que vous avez fait dans la commune ou que vous allez faire? Alors voilà, c'est quelque chose que moi j'ai regardé depuis pas mal d'années maintenant, sans réellement trouver le temps de faire une étude pointue de tous ces abonnements. C'est vrai que dans les petites communes, pour les élus c'est très compliqué. Tout arrive sous forme de factures séparées, enfin voilà, rien n'est fait par les fournisseurs d'énergie pour que ça soit simple de mesurer sa consommation, son coût, etc. Voilà. En réalité, historiquement, dans beaucoup de communes rurales, on est sur des abonnements qui avaient été pris où on partait du principe que qui pouvait le plus pouvait le moins. Donc on prenait des abonnements pour des puissances complètement surdimensionnées, surévaluées. Et donc on continue à payer des abonnements qui ne sont plus du tout justifiés aujourd'hui. Alors effectivement, ça demande un vrai travail d'étudier chaque comptage, chaque point d'alimentation des installations d'éclairage public et de vérifier les contrats passés pour chacun de ces points d'alimentation. Alors nous, le choix qui a été fait, c'est de passer une convention avec un CEP, aussi en énergie partagée, et de faire une étude sur ce sujet-là. Parce que nous, maintenant, il n'y a plus que sur ce secteur-là qu'on arrivera à gagner. Comment a perçu la population cette extinction? Est-ce que c'est bien passé? Alors, vraiment très bien. Nous, on a eu 2 retours qui n'étaient pas des retours négatifs, qui étaient quand on a mis en place, il y a un peu plus de 8 ans maintenant, la coupure, on a des gens qui sont venus se renseigner en fait, voilà, qui trouvent étrange d'un seul coup que ça soit éteint. Voilà. Donc une dame qui s'inquiétait un peu parce que l'éclairage public éclairé dans sa cour, elle l'utilisait c'est une personne âgée, pour aller chercher du bois. Enfin, voilà, bon, donc on a proposé même d'aider à faire mettre en place un éclairage extérieur chez elle. Bon, finalement, il y avait ce qu'il fallait, elle ne l'utilisait pas. Voilà. Mais à part ces questions un peu techniques, des gens qui par curiosité ont posé la question, on n'a pas eu de retour négatif. Par contre, on a eu plein de retours positifs depuis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il serait difficile de remettre en place l'allumage permanent. Les gens ne comprendraient pas pourquoi. Non, les gens ne comprendraient pas, parce qu'en réalité, nous on communique beaucoup sur la protection de l'environnement à tout niveau, pour l'eau, pour l'électricité, c'est dans notre philosophie de gestion de la commune. Et du coup, les gens adhèrent à ça maintenant. Et si nous, on revenait en arrière, en faisant quelque chose qui paraîtrait un peu stupide de fait à la population qui s'est habituée, on aurait énormément de critiques. Là, par contre, c'est sûr. Voilà. Donc on a beaucoup de gens qui disent mais on pourrait même augmenter un petit peu. En réalité, je pense qu'il faut raison garder dans toutes ces choses-là et qu'il faut bien mettre en place des coupures en milieu de nuit qui soient adaptées. Voilà. Ça ne sert à rien d'être extrémiste et de vouloir absolument couper, gagner une demi-heure et créer de l'inconfort qui du coup pourrait créer du mécontentement dans la population. Voilà. Donc je pense que nous, avec le temps, là, on a affiné nos créneaux d'extinction au cours de nuit.
mais qu'aujourd'hui ce serait très difficile de revenir en arrière parce que la population ne comprendrait pas. D'accord. Alors, un dernier conseil peut-être, c'est vrai que ce qui peut être intéressant pour une commune, c'est aussi de bien communiquer, même en amont, auprès des habitants, pour que ça se passe bien. Et puis il y a l'après, là vous avez fait plein de choses. Comment on peut valoriser ces actions, montrer que la commune elle est exemplaire, et puis inciter d'autres communes aussi à se lancer dans la démarche? Alors en fait, ce qu'on a fait nous dans la commune, c'est qu'on a été une des premières communes en France à signer la charte de protection de l'environnement de l'ANPSEN, l'Association nationale de protection de l'environnement nocturne. Alors c'est un document qui est très bien fait, c'est une charte donc, qui fixe des engagements on va dire de bonne conduite, ou en tout cas de meilleure conduite en matière d'éclairage public. Et c'est surtout un document qui est accompagné d'un cahier des clauses techniques particulières, avec des tas de renseignements. C'est un outil pédagogique très performant pour les communes. Ça permet de comprendre ce que c'est que l'éclairage public, comment ça fonctionne, ce qu'on peut améliorer, ce qu'on peut faire, ne pas faire, pourquoi, avec des tas de tableaux très simples à lire. Voilà. Donc nous, on a signé cette charte, on l'a utilisée. Moi, je la diffuse partout. Auprès de tas de collègues. On est dans un département où il y a énormément de communes qui éteignent, donc c'est pas un hasard. Sur l'agglomération d'Évreux, plus de 2/3 des communes éteignent leur éclairage public. Pour ça, et la grande majorité utilise le document annexé à la charte. Et pour que ce soit encore plus lisible pour la population, on a participé au concours Ville et Village étoilés, qui est une action qui a été mise en place par la NPCEN aussi, au niveau national, qui permet, pour une fois, non pas de mettre en avant les mauvaises postures, les mauvaises utilisations et les mauvais impacts sur l'environnement, mais qui permet de mettre en avant les bonnes actions, les actions positives qui vont dans le sens de l'économie, dans le sens de la protection de l'environnement. Donc c'est un concours qui a lieu tous les 2 ans maintenant, qui ouvre là depuis cette semaine, pour l'année 2015, qui est ouvert. Et en fait c'est un système de bonus-malus où en fonction de nos pratiques, bonnes ou mauvaises, on gagne des points, on en perd, et au final on a un compte de points qui correspond à 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 étoiles pour les communes les plus exemplaires. Voilà. Donc ça permet d'avoir une vraie mesure du travail qui a été fait sur les communes. Et puis après, une petite action peut tout à fait amener déjà un label d'une étoile ou 2 étoiles, qui est déjà très très bien. Il n'y a pas besoin de faire des trucs extraordinaires pour être labellisé, juste une histoire de bonne pratique. Et avec le cahier des charges qui est annexé à la charte, on a toutes les infos et on a un chemin tout tracé, et après les communes peuvent faire en fonction de leur temps, en fonction de leurs moyens, en fonction de leurs possibilités techniques et puis humaines, mettre en place des choses qui permettent d'améliorer ce label et puis au fil du temps de mesurer les progrès qui sont accomplis. D'accord, donc c'est comme les grands restaurants, on peut perdre des étoiles et en gagner. Exactement. D'accord. Alors on peut le voir d'ailleurs derrière vous, le panneau village étoilé qu'on va retrouver à l'entrée des communes. On va retrouver, voilà. Donc c'est un petit peu le même format que les villages fleuris, on va dire. Voilà, et puis c'est assez visible. C'est très visible, et puis voilà, ça permet vraiment aux élus et à la population de valoriser les efforts qui sont faits sur leur territoire. Et on peut voir que vous avez bien 5 étoiles sur la commune. Voilà, nous on en est très fiers et voilà, on va continuer à faire ce qu'il faut pour les garder. Christophe Quettel, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Ça a été très, voilà, il y a beaucoup d'informations, c'est très clair. Vous allez retrouver cette interview sur le site de l'Agence locale de l'énergie, donc www.alec27.fr, et vous retrouverez aussi les coordonnées de l'ANPSEN, de l'ADEME aussi, où il y a pas mal de documentation. Voilà, que les gens n'hésitent pas à se retourner vers ces structures. En NPCEN, on a des correspondants un petit peu partout en France qui peuvent aider les communes et également les particuliers lorsqu'il y a un souci pour avoir des informations ou une aide. Pour la participation au concours, pour la signature de la charte, pour des points techniques quelconques, il y a toujours des gens pour répondre. Très bien, merci.